donc les enfants sans abri ou les enfants en situation précaire. Et tel est le sujet de ce matin, c'est-à-dire nous allons essayer de savoir quels sont les efforts déployés pour justement essayer d'intégrer ces enfants dans la société, de leur fournir, de leur présenter, de leur offrir une nouvelle vie, c'est possible. De nombreux efforts sont déployés et par le gouvernement et par les ONG, mais certainement le chemin est très long et beaucoup des efforts sont encore à déployer en ce sens. Aujourd'hui, nous allons parler des efforts déployés par l'une des ONG donc, qui s'intéresse beaucoup à l'enfant en général et aux enfants en situation précaire en particulier, des efforts donc qu'il continue et donc un nouveau projet qu'il lance en coopération avec le fonds Tahia Masr où vive l'Égypte. Donc aujourd'hui, ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Magdi Moufid. Vous êtes directeur d'une ONG, de l'une des organisations non gouvernementales qui vient de lancer donc un projet en ce sens. Bonjour et vous êtes le bienvenu. Bonjour madame. Monsieur Magdi Moufid, vous êtes directeur d'une des organisations non gouvernementales chargées des enfants sans abri. Bonjour et bienvenue avec vous, avec nous. Donc, on aimerait d'abord jeter la lumière sur les projets que vous tenez en collaboration avec le fonds Tahia Masr. Je peux dire quand même, le projet, c'est un sujet national et que nous sentons vraiment avec le temps qu'il y avait vraiment une négligence vis-à-vis de nos enfants. Négligence par la structure, par les responsables, et même par les associations qui sont confiées à suivre ce problème. Et je pense quand même une initiative de la part de Tahia Masr, Vivre l'Égypte, c'est quand même une très bonne initiative. Ça, c'est entre d'autres vraiment préoccupations et d'autres aussi sujets qui sont en charge avec vraiment cette structure Vivre l'Égypte. Donc, nous sommes appelés avec d'autres associations engagées dans le domaine pour vraiment faire face au phénomène des enfants en situation précaire en Égypte. Selon les statistiques officielles, on peut dire qu'il y a vraiment 16 000, mais je doute, parce que le problème, pas seulement les enfants... Au niveau de l'Égypte, au niveau de l'Égypte, 16 000, selon les statistiques qui ont... Officielles. Oui, oui, c'est-à-dire suivi. Je pense qu'au niveau du Caire, le nombre doit dépasser celui-ci de loin. Si on est dans un quartier, c'est-à-dire il y a pas mal de quartiers, oui. Même les quartiers les plus luxueux, on y trouve des enfants sans abri, sans mentionner des quartiers qui sont formés déjà d'enfants ou de familles même sans abri, n'est-ce pas? Madame, je peux quand même vous dire que nous avons aussi le phénomène de divorce, c'est-à-dire des familles cassées, qui dépassent plus que 5 millions de familles. C'est-à-dire, ces mamans divorcées, ils ont eu plus que 7 millions d'enfants. Est-ce que tous ces enfants ils sont intégrés soit avec leur mère ou avec leur père? Quelquefois, non, pas tous. Et donc, imaginez-vous combien d'enfants qui souffrent par l'abandon de la famille et ils n'ont pas quand même des ressources familiales, de tendresse, d'éducation, de formation, d'appui et tout ça. Et donc, nous avons un problème. Et c'est vrai, et les enfants en situation précaire, surtout les enfants qui vivent dans les rues, ce n'est pas vraiment tout ce nombre. Mais quand même, c'est un problème. Surtout, nous avons un autre phénomène, les enfants qui travaillent, qui abandonnent la famille presque toute la journée. Et donc, quand on vraiment définit les enfants en situation précaire, c'est-à-dire l'article de l'abondance de la famille et vraiment être sans la protection familiale, et vraiment, ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Très bien. Monsieur Magdi Moufid, en parlant des conditions de ces enfants, et de la négligence de la société, vous avez
utiliser le terme « nos enfants », c'est-à-dire c'est un sens de responsabilité vis-à-vis de ces enfants qui font partie de notre société et donc n'importe qui parmi nous aurait été à leur place. Aujourd'hui, quels sont exactement les détails de votre projet? Quelle est votre approche vis-à-vis de ces enfants? Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce que vous allez leur offrir ou essayer, comment vous allez vous approcher même d'eux? Et tout d'abord, il faut considérer ces enfants qui sont des êtres humains, ils sont nos enfants, ils font partie du peuple égyptien. On ne peut pas vraiment les écarter de notre vie, de nos intentions et puis nos préoccupations. C'est très important vraiment considérer ces enfants comme des êtres humains. Je vous donne par exemple ce qui s'est passé au Brésil il y a une vingtaine d'années. On considérait ces enfants comme des criminels. On les tuait, hein, vous voyez, pour vraiment mettre fin au crime. Et ça, c'est très dangereux. Nous devons vraiment accueillir, mais il faut quand même vraiment des structures scientifiques humaines et des personnes bien préparées pour l'accueil, pour discuter, pour orienter, pour intégrer, pour former. Et c'est très important. Ce n'est pas seulement par piété, non, mais c'est par vraiment une préparation. Sur le terrain, concrètement, est-ce qu'il y a déjà des maisons pour abriter ces enfants? Est-ce qu'il y a déjà des spécialistes qui ont commencé à travailler? Il y a des structures, il y a longtemps, madame. Mais bien sûr, il y a des quantités, mais il n'y a pas la qualité. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, nous avons des structures, mais ces structures aussi ont besoin de renouvellement, vraiment de bien préparer, parce que quelquefois, les personnes engagées, ils sont des employés, mais pas des personnes vraiment qui sont confiées intégralement et qui sont conscients intégralement. C'est pourquoi nous, avec les unités, avec Tahia Masr, les groupes passent par une période de formation. Formation, par exemple, les assistants sociaux, les personnes pour vraiment côté médical et santé. Pour tout ce qui concerne, par exemple, l'enfant a le droit de vivre, de parler, de discuter, de jouer, d'écouter la musique, de bien manger. Vous visez quelle tranche d'âge? L'enfant est jusqu'à 18 ans et les enfants selon la loi. Donc nous avons la loi de 1994 qui a été un petit peu renouvelée en 2008. Hein, de nouveau, donc ça donne vraiment quand même que l'Égypte a été engagée au niveau mondial, à l'ONU, vraiment de respecter le droit de l'enfant. Et donc, il y a le droit, mais il y a la réalité. C'est ça, donc chez nous, il faut vraiment bien préparer les structures, les associations, les personnes engagées pour qu'ils soient vraiment prêts à accueillir, à suivre, à intégrer jusqu'au bout les enfants. En ce qui concerne le financement, est-ce que le financement provient du fonds Tahia Masr? Bien sûr. Et donc, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative qu'ils ont vraiment organisée au niveau vraiment scientifique, humain, aussi financier, pour appuyer ces unités. Ces unités, à peu près 17. On commence avec 17 unités dans des provinces, là où il y a vraiment les phénomènes les plus poussés, et entre le Caire, Alexandrie, Minya, Assiout, et dans le Delta aussi. Et donc, c'est pas mal comme initiative. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois, vous êtes en face d'un enfant, vous allez essayer de lui parler après. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez lui offrir? Est-ce que vous allez lui proposer de l'intégrer dans une des sociétés qui justement accordent de l'intérêt aux enfants, qui les accueillent, ou bien vous allez essayer de leur éduquer sur place, leur proposer un repas chaud peut-être? C'est-à-dire,
qu'est-ce que vous allez faire en face d'un enfant? Tout d'abord, on va offrir un dialoguant avec l'enfant. Il faut que l'enfant ait confiance. Il faut que l'enfant aussi accepte, décide. On ne peut pas l'obliger à aller dans le centre. Mais il faut le convaincre. Et ça, c'est très important. Nous avons une culture d'imposer ce qu'on pense. Surtout quand on est vraiment, qu'on possède un niveau d'autorité, de responsabilité, il faut imposer. Et ce que nous avons en tête ou dans notre programme, il faut l'appliquer. C'est faux. Il faut que l'enfant ait vraiment aussi la possibilité de réfléchir, d'accepter et de nous suivre. Donc, il y a des centres pour l'accueil du jour, il y a des centres pour l'accueil de nuit, et puis il y aura la possibilité de lui offrir à manger, les vêtements, et puis... Se laver? Se laver et tout ça. Donc, vraiment, dans les centres, il faut préparer qu'il y ait... Est-ce que vous avez assez de centres équipés pour accueillir oui, le nombre visé? Et est-ce qu'il y a aussi un nombre visé? C'est-à-dire, nous avons quand même eu des renseignements auprès du ministère de la Solidarité, où sont les centres, où sont les responsables. Donc, vraiment, sur le plan humain, les responsables ont suivi, disons, des stages de formation. Et c'est très important. Moi, il ne faut pas voir tout négatif. Nous avons des possibilités. Et il faut vraiment renouveler d'abord sur le plan humain, scientifique, éducation et possibilités. Et donc, je pense, Tahya Masr, ils vont permettre au niveau financier et au niveau technique aussi de bien préparer le terrain sur le plan humain et sur le plan financier. Il y a un autre aspect. Les enfants qui reçoivent cette éducation, après un certain temps, prennent la fuite et font des fugues et retournent à la rue. Donc, est-ce qu'il y a un moyen quand même de les retenir? Bien sûr. Donc, c'est-à-dire les accueillir dans les centres, ce n'est pas vraiment, vraiment une manière de les garder toujours. Mais nous avons d'autres possibilités, formation pour le travail, formation professionnelle. Hein, par exemple, maintenant, nous avons un programme pour commencer à former des enfants qui ne dépassent pas 18 ans sur le plan professionnel. Par exemple, comment réparer le téléphone cellulaire, comment réparer l'électricité, comment apprendre, par exemple, l'ordinateur, l'informatique. Et il y aura d'autres aussi manières de former. Mais il faut que l'enfant accepte de s'engager dans telle formation ou telle formation et telle formation. Donc, il y a eu vraiment des personnes qui ont réussi leur vie et ils ont des familles maintenant, après 18 ans. C'est un nombre vraiment... Non, mais pour ceux qui prennent la fuite, est-ce qu'il y a un moyen de les retenir ou de les suivre, de les faire revenir encore une fois? C'est-à-dire de retenir, il faut les convaincre. Parce qu'ils prennent la fuite après un certain temps. Oui, ils veulent leur liberté. Et il y en a. Mais je pense s'il y a vraiment l'atmosphère correcte dans le centre ou l'association, ils vont rester. Et puis, il y a quand même un suivi. S'il y a une fuite, il faut aller et les joindre et puis discuter avec eux. Il ne faut pas les abandonner. Hein. C'est très important. Comme ce que se passe, par exemple, avec les toxicomanes. Donc, ils passent par une période de réhabilitation. Il y a des relapses, mais il faut vraiment les suivre, les convaincre. Il faut qu'il y ait une responsabilité personnelle. Mais cela demande une vraiment conviction. Et ça peut venir dans un moment, mais on peut vraiment abandonner et puis retourner. Ça dépend aussi le suivi du groupe responsable, des assistants sociaux, psychologues, psychiatres. C'est très important que la personne soit aussi responsable lui-même. On parle de compréhension, on parle de volonté, mais de tels enfants
n'ont rien vu peut-être de positif dans leur vie. C'est-à-dire l'image est sombre pour eux. C'est-à-dire il y en a parmi eux ceux qui sont des voleurs et qui ne comprennent même pas la notion ou l'idée de voler, voilà. D'autres qui peuvent commettre des crimes. Vous avez déjà mentionné l'exemple du Brésil, par exemple, mais c'est le cas. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut parvenir à cette transformation? C'est-à-dire on va s'adresser à un enfant qui n'avait rien appris dans sa vie, peut-être. C'est la rue, c'est sa maison. Il a dû en fait apprendre ce qui lui permettre de survivre. C'est-à-dire en s'adressant à un tel enfant. Comment vous allez... quelle est l'approche en général? Et aussi, est-ce que vous avez assez... C'est-à-dire vous allez faire apprendre à certains comment réparer un portable, ou ces projets... qui sont ou quelles sont les associations ou les sociétés qui vous aident là? Parce que vous intéressez, ce n'est pas votre travail, c'est-à-dire vous allez les mettre dans des lieux qui vont en fait leur fournir ce travail. Alors qu'on a par exemple un problème de chômage, c'est-à-dire comment est fait la coordination pour arriver d'un enfant dans la rue à un citoyen? Vous voyez, madame, bien sûr, ces enfants, c'est comme la poterie. Comment vraiment la structure humaine qui est responsable de leur formation, leur orientation et intégration, comment il faut les suivre. Ça peut vraiment... Ces enfants se sont nés, trouvés dans une atmosphère pas correcte. Atmosphère abandon de la famille, des parents, et puis ils ont vu, ils étaient poussés pour vraiment commettre ces crimes. Mais à mon avis, l'être humain a besoin d'orientation. Et donc nous avons parmi la structure humaine responsable des psychiatres et des psychologues. Et bien sûr, petit à petit, bien sûr, et on arrive à les orienter à qu'ils gagnent vraiment leur vie correcte. Et donc, s'il y a vraiment l'ambiance dans le centre, dans l'accueil, dans vraiment tous ces processus de formation, il y a une écoute et une entente humaine, une bonne relation avec les responsables, ils peuvent changer leur vie. Je suis vraiment tout à fait convaincu s'il y a vraiment de la part des responsables, la structure qui accueille ces enfants, les accueille d'une manière humaine, scientifique, psychologique et tout ça, ça peut changer entièrement. Je vous ai donné l'exemple de la poterie. Et donc, si vraiment cette aide de la structure qui corrige leur vie travaille correctement et à fond, ça peut transformer complètement. J'ai des exemples extraordinaires, des enfants qui ont vécu dans une vraiment ambiance terrible. Maintenant, c'est le contraire. Donc, il ne faut pas voir toujours vraiment la défaite. Non, il faut vraiment... C'est notre vraiment objectif. Comment, malgré les problèmes, c'est comme un malade. Oui, et les soigner de telle manière, donc il faut voir... comment accompagner, oui. Oui, comment, donc ils sont accompagnés, entourés, comment vraiment, nous les responsables, créer une atmosphère. Oui, Monsieur Magdi Moufid, maintenant nous traitons les cas qui ont été déjà déformés. Y a-t-il un système de manière à prévenir que ceci arrive par la suite? Sensibiliser la société, faire des campagnes de sensibilisation, faire de manière à ce que les enfants soient mieux attirés vers les écoles, de manière à ce qu'il n'y ait pas des enfants de la rue par la suite, ou diminuer le nombre d'enfants qui se dirigent vers la rue. Oui, ça c'est vraiment un ensemble de la société, surtout comment appuyer la famille. Comment vraiment résoudre le problème entre mari et femme. Comment, surtout sur le plan professionnel, travail, ressources. Et donc la pauvreté aussi, c'est un facteur de ce problème. Donc comment vraiment faire attention à la structure sociale. Et on ne peut pas vraiment nier qu'en Égypte, avec 92 millions d'habitants,
il y a vraiment une grande partie de la population qui souffre, qui ne vivent pas correctement. Ça leur manque des ressources pour manger, pour dormir, pour éduquer leurs enfants, pour vivre correctement ensemble. Et donc, à mon avis, ce n'est pas seulement vraiment des possibilités vis-à-vis de l'enfant, mais vis-à-vis vraiment de la structure sociale. C'est pourquoi, à mon avis, il faut que vraiment toute la société soit engagée. Ce que vraiment j'ai beaucoup senti et respecté Tahia Masr sur le plan d'abord structure, les programmes, mais aussi la conscientisation. Eh bien, Monsieur Magdi Moufid, vous êtes à la tête d'une des organisations non gouvernementales. Vous nous avez parlé du projet que vous tenez pour trouver des abris pour les enfants sans abri, les enfants de la rue, en collaboration avec le fonds Tahia Masr. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, madame. Voilà, là il faut justement rappeler à la fin de cette édition que c'est un effort aussi que nous pouvons peut-être tous essayer de faire, c'est-à-dire un pas vers l'autre. Un bon citoyen, c'est du bien pour toute la société, c'est-à-dire que ça nous concerne vraiment. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de poser cette question, mais je suis certaine que si chacun parmi nous est intéressé, on peut essayer de trouver comment justement essayer de rejoindre une de ces associations pour essayer de présenter l'aide possible. Voilà, nous ne sommes pas tous spécialistes, peut-être on n'a pas le temps, mais peut-être on peut essayer de contribuer d'une façon ou d'autre. Bonne journée à toutes et à tous. Un bon message.